Alors, à la base, on était en train de bosser sur une vidéo sur les tueurs en série. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs. Et puis, d'un coup, on s'est pris la deuxième vague de chaleur de l'année. Et au moment où j'écris, on est en plein dans la troisième. Alors, perso, j'ai de la chance. À ce moment-là, j'avais un appart pas trop mal isolé, mais la deuxième a duré tellement longtemps que la chaleur partait pas, en fait. Et on a pris cher. Mais c'est rien comparé aux gens qui vivent dans des passoires thermiques ou sous des putains de toits pas isolés. Tu fais quoi, gars? Putain, mais comme il fait chaud, j'essaie de me rafraîchir comme je peux, quoi. Ouais, va t'installer. Skip, ils se plaignent trop, alors qu'ils pourraient juste avoir un 100 mètres carrés climatisé à Paris comme tout le monde. Mais du coup, je me suis demandé, comment on faisait avant quand il n'y avait pas de ventilo, pas de clim, pas de piscine, comment les gens supportaient les gros coups de chaud comme ça, là? T'as pas un ventilo, là? Bah non. Comment ça, non? Bon, ok, on n'a jamais eu aussi chaud que ça, malgré ce que peut dire votre oncle qui a tout vu et tout vécu. Non, il faisait pas 40 degrés en juin 1976. Encore moins pendant 2 semaines. Non, on pouvait pas faire cuire un œuf sur le parking d'Atlantis à Nantes. Alors, on va pas revenir en détail dessus, mais on rappelle que le réchauffement qu'on se tape en ce moment, c'est dû au changement climatique provoqué par nos industries et nos émissions, que ce soit directement chez nous ou qu'on les ait délocalisés en Chine, au Bangladesh, aux Philippines ou en Roumanie. Bref, si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo sur le sujet l'an dernier, le lien est juste là. Bref, même s'il fera plus jamais aussi frais que cet été, les gens ont quand même toujours eu chaud. Que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou à l'Équateur, il faut quand même savoir se protéger de la chaleur. Et il y a plein de méthodes. Ah non mais c'est pas possible, il fait trop chaud là, on va clamser. Bah, on a la cave, mais c'est pas du tout aménagé, hein. Nick, c'est pas grave. C'est particulier. Je t'avais prévenu, hein. Après, c'est dans le thème de la prochaine vidéo, techniquement. Alors du coup, oui, comment on se mettait au frais avant? En vrai, pas se prendre le soleil directement sur la poigne, c'est pas mal déjà. Si vous regardez les habitations anciennes dans les pays chauds, elles ont souvent de toutes petites fenêtres, voire pas du tout, comme certaines habitations d'Afrique de l'Ouest subsaharienne d'avant la colonisation. On en reparlera plus tard. C'est assez évident, quand ça tape, on dit souvent de fermer les volets. Normalement, on a tous reçu le mémo. Ça marche ça? Bah évidemment que ça marche. Mais ça, c'est la partie facile. Au final, se mettre à l'ombre, mais ça fait pas tout. Un bon truc pour se rafraîchir, c'est... l'air. Donc, si maintenant on a des ventilos, des clims, ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, jusqu'à il y a un siècle, peu importe où vous vous trouviez dans le monde, à condition qu'il fasse un minimum chaud, genre pas en Islande, pour l'instant, peu importe l'époque, les maisons étaient construites dans l'idée de choper les courants d'air et de les faire circuler. Les villas romaines, ouverture dans l'entrée avec un petit point d'eau de préférence pour choper le courant d'air, le rafraîchir et le faire circuler dans le reste de la maison. On retrouve le même concept dans les maisons chinoises de l'époque pré-clim. Et ça commence tout doux à revenir parce que ça fonctionne. Après, faut avoir de l'espace chez soi, quoi. Alors là, on est dans la rue, il fait un bon 37 degrés, la ville est déserte, comme je l'ai jamais vu en été. Mais justement, il y a cette cour, c'est la cour du prieuré, qui est du coup coupée, et comme on disait, alors c'est du coup en beaucoup plus grand. Vous voyez, il y a l'église, mais juste le fait que ça soit un espace ouvert, coupé du reste de la rue, avec un peu de végétation, on sent tout de suite la différence de température, c'est vraiment ouf. J'aurais bien voulu aller faire un tour dans l'église, mais là elle est fermée. Toutes les églises de la ville elles sont fermées là en ce moment. Mais je pense qu'on aurait bien eu la diff aussi.
Mais même les apparts haussmanniens, avec leurs grandes fenêtres et leurs 3 mètres sous plafond, sont pensés pour faire circuler les courants d'air et virer l'air chaud du dedans. Enfin, ça, c'est si vous n'êtes pas sous les toits. On a même fini par développer des systèmes plus complexes, comme les attrape-vents ou Badgear, qui sont originaires d'Iran et qui se sont répandus avec l'islam un peu partout, d'Asie à l'Afrique. Le concept, c'est une tour avec des ouvertures en haut qui attrapent le vent. Attrape-vent. Bref, vent qui va être forcé dans une cheminée et qui va expulser l'air chaud qui stagne tout en bas. Alors, si jamais il n'y a pas de vent, l'air il va continuer de chauffer et ça va finir par créer un courant d'air qui va forcer le chaud à ressortir et, à minima, faire circuler l'air. Et en plus de tout ça, on peut rajouter un bassin tout en bas de la conduite, bien isolé, qui va aussi rafraîchir le vent chaud et permettre d'encore plus faire baisser la température. L'eau. Globalement, faire s'évaporer de l'eau pour rafraîchir l'air, c'est une méthode qu'on retrouve partout et qu'on continue d'utiliser aujourd'hui pour refroidir des data centers d'ailleurs. L'idée, c'est qu'il faut de l'énergie pour faire s'évaporer de l'eau. Et cette énergie, elle est prise dans l'air. C'est pour ça qu'il fait plus frais proche d'une rivière ou de la mer. Genre, dans ma ville, il y a un pont qui passe au-dessus d'une rivière. Là, vraiment, tu te prends un coup de frais, même sous le cagnard. C'est incroyable. J'ai un luxe de ouf. Il y a un ruisseau qui contourne mon jardin. Alors c'est caché par la végétation, on voit presque rien. Mais du coup, entre le ruisseau et le fait que la zone où je suis actuellement, elle est tout le temps à l'ombre à cause des arbres, il y a une différence de température vraiment ouf avec la rue. C'est vraiment pas comparable. Puis le bruit il est reposant quoi. Eh, c'est un serpent ça, wesh. Si vous avez un jardin, un petit étang, en vrai, ça peut être cool. En plus, si ça fait moins d'1 mètre de profondeur et moins de 10 mètres carrés, il n'y a pas à le déclarer à la mairie. Oui, j'ai regardé pour chez moi, on a tous chaud, ok? Bref, pour parler des Badgear, vite taf là. L'air. Les Badgear là, dites-vous qu'ils ont été utilisés en masse jusqu'au début du XXe siècle et qu'on a commencé à les abandonner avec à l'arrivée de la clim. Mais les dites clim consomment tellement qu'on commence à se réintéresser aux attrape-vents justement. On avait vraiment plein de trucs cool avant la clim en fait. On retrouve un système similaire dans les habitations précoloniales d'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Les grandes maisons en dôme ou coniques comme ça là, avec une ouverture sur le dessus et pas de fenêtre, ça permet de faire circuler l'air en permanence et de rester au frais. Et plus proche de nous, en France, on a la coupole du siège du Parti communiste à Paris, qui est d'ailleurs devenu un refuge pendant la canicule. Bon, ok, il y a la clim, mais la forme est optique pour faire circuler l'air sans que ça coûte un rein, justement. Non. À la base, je m'étais chauffé pour faire une maquette, faire passer de la fumée et tout dedans. Après, je me suis rendu compte que pour qu'on puisse voir ce qui se passe, j'aurais dû la faire en plexi. Et genre, je sais pas, découper du plexi. Du coup, j'espère que les dessins, ils sont bien. Autre méthode de maîtrise de l'air, les moucharabiés, de l'arabe mashrabia. Je pense qu'en voyant ça, la plupart des gens associent ce genre de forme au monde arabe. Mais le concept, lui, il est utilisé dans le monde entier. Ça fait appel à un truc qu'on appelle l'effet Venturi. L'idée, c'est qu'en forçant de l'air chaud dans une toute petite ouverture, ça le compresse, et ça le refroidit. C'est le même phénomène qui se produit quand vous voulez souffler de l'air froid avec votre bouche. Vous êtes obligé de réduire l'ouverture de vos lèvres. Air chaud, air frais. Air chaud, frais. Effet Venturi. Après, ça fait pas que ça, ça sert aussi à créer un flux d'air négatif à partir d'un plus gros flux d'air positif, mais j'ai laissé mon ancienne vie derrière moi, on parlera pneumatique un autre jour. Les moucharabiais, donc, ça a le double bonus d'aussi réduire la quantité de lumière qui passe, qui est quand même un gros facteur de réchauffement dans une pièce, d'où le fait que fermer les volets, c'est capital en période de canicule. Ça marche ça? Bah évidemment que ça marche. On retrouve ce genre de système un peu partout, comme en Chine, avec le temple de Yungang. Les trous là, ils servent à faire circuler l'air dans un temple qui est creusé dans la montagne. Autre manière de contrôler l'air, faire des rues super étroites dans les villes, avec des bâtiments hauts. C'est pour ça que les vieux centres-villes sont foutus comme ça. Ça force les courants d'air et ça fait de l'ombre toute la journée. Alors voilà, ça, c'était pour le contrôle des flux d'air. La terre.
Les maisons avec des gros murs en pierre comme on en trouve encore ici, elles chauffent super lentement. Du coup, la chaleur a jamais le temps d'atteindre l'intérieur, qu'elle est déjà réabsorbée par l'air qui se rafraîchit dehors. D'où le fait que quand vous rentrez dans une église, par exemple, il fait super bon. Il y a le combo grosse pierre et super, méga, giga au plafond qui fait circuler l'air partout. Les matériaux dépendent des régions, mais globalement, avant le XXe siècle, tout le monde optimisait pas mal pour son climat. Maisons faites en grosses briques, en bois ou en pierre en Europe, en Asie et en Amérique, terre et argile en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, c'est marrant, parce que depuis la période coloniale, les maisons en terre étaient une marque d'absence de développement. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça tanque mieux les grosses chaleurs qui durent que le gros béton citadin là. Et du coup, des boîtes commencent à proposer des maisons à base de terre en Occident, avec des critères écologiques et tout le tout team là. Même les immeubles haussmanniens sont pas tant des passoires thermiques que ce qu'on voudrait croire. Entre les hauts plafonds et la pierre de taille, c'est même plutôt bien optimisé pour des températures en dessous de 35. Là où ça pique, c'est les apparts des derniers étages, les fameuses chambres de bonne, minuscules, donc l'air circule pas, et sous des toits en zinc qui emmagasinent la chaleur minute 1. Mais bon, c'était pour le personnel de maison pauvre, s'il fallait faire des économies, ça pouvait bien tomber sur leur pogne. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi les immeubles et les maisons modernes à l'occidental deviennent des fours en été ? Et pourquoi tout le monde essaie de proposer de nouveaux modèles ? Autre que la clim, j'entends. La clim, c'est un sparadrap. La clim, dans notre histoire, là, c'est l'élément qui nous manque. Le feu. Alors, ça va pas ? Ouais. Non, je trouve qu'il fait bon, moi. Ça vous refroidit dedans, mais ça réchauffe le dehors. D'après une étude publiée dans le Journal of Geographic Research en 2014, une ville entièrement climatisée prendrait jusqu'à 1,5 degré. Alors, comme quand on annonce qu'on aura pris 4 degrés d'ici 25 ans, il y en a qui nous diront que c'est rien, mais voyez plutôt ça comme une fièvre. Passer de 39 à 45, ça peut vous tuer. La température du dehors, si elle est plus élevée que celle de votre corps, si vous pouvez pas vous rafraîchir, elle fait le même effet en fait. Tiens, d'ailleurs, c'est pas dans le script, mais je pense à un truc, je voyais un truc sur internet, faut que je fact-check au montage, mais en gros, il y a quelqu'un qui expliquait que ton corps, pour 2 semaines de canicule, il s'adapte au chaud, et derrière, il lui faut 1 mois pour se réhabituer aux températures normales. C'est pour ça que quand il fait rebond, on continue de prendre des douches froides et tout, parce que le corps, il s'est pas réhabitué au fait qu'il fasse 20 degrés. Du coup, en fait, quand on vient de se taper 2 canicules, là, même s'il fait bon 2 semaines, on va continuer de pas être yimbe. Ça fout le mort. Alors, j'espère que, du coup, en fact-checkant, ça sera pas forcément vrai, parce que sinon, ça fout le mort. Voilà. Mais dans les faits, moi, je continue de prendre des douches froides. C'est full seum. Bref, le prompteur. Et c'est pas juste à cause des blocs de clim en eux-mêmes. Quand vous utilisez votre téléphone pendant un certain temps, ça chauffe. Mettez votre main derrière votre télé après 30 minutes, pareil. Votre PC, même votre frigo chauffe en vrai. Parce que l'électricité, c'est de l'énergie et ça crée de la chaleur. Et si ça chauffe chez vous, imaginez les centrales électriques. Mais comparé aux autres raisons, la clim, c'est vraiment pas le pire. Et si on continue à rien faire, il y a un monde où on pourra plus survivre l'été sans, de toute façon. Peu importe notre bonne volonté et notre conscience écolo. Mais donc, qu'est-ce qui a changé ? Comment on faisait sans clim ni ventilo ? En farfouillant un peu partout, les causes sont multiples. Et je me suis dit que ce serait peut-être mieux expliqué par quelqu'un dont c'est le métier. Mais en vrai, je sais pas trop où chercher. Des ingénieurs, des chercheurs, Ta sœur, elle est pas architecte ? Je vois pas le rap. Ah. Appelle-la. Non, mais après, je dois reparler à ma mère et tout, c'est chiant. Appelle ta sœur. Ouais. Allô ? Ouais, trop bien. Pourquoi il fait chaud dans les maisons ? Alors déjà, ça dépend de plusieurs facteurs. T'as l'exposition, l'isolation, les matériaux. En fait, si ta maison, elle est orientée sud ou ouest ou sud-ouest, t'as plus de chances d'avoir une maison qui garde toute la chaleur toute la journée. Et après, ça va dépendre de comment elle est isolée. L'isolation, ça aide à freiner en fait la chaleur. Et en soi, l'isolation, c'est dans les murs, c'est dans les toits. Et ensuite, ça dépend aussi si t'as beaucoup de baies vitrées. Si t'as des vérandas, tout ça, en fait, tu te retrouves dans un truc où ça fait comme une serre. T'es littéralement dans une serre.
Donc le mieux que tu puisses faire, en réalité, c'est de fermer tes volets à ton niveau, baisser des stores, végétaliser un petit peu chez toi parce que ça absorbe la chaleur. Mais si c'est mal isolé, c'est mal isolé. En fait, ça dépend vraiment de la construction et de l'exposition. Si t'es exposé genre au nord, t'auras moins de chances de souffrir. Enfin, tu vas en souffrir, mais beaucoup moins que quelqu'un qui est exposé plein sud. Et après, au niveau des matériaux, t'as tout ce qui est le béton, la brique, qui emmagasine toute la chaleur, en fait, et qui la restitue vers l'intérieur. Et t'as beaucoup de mal à t'en débarrasser dans la nuit. Et ça, surtout en ville. Il y a aussi la ventilation. Faut que tu aies une VMC qui fonctionne pour faire circuler l'air, parce que pareil, tu vas te retrouver dans un four sinon. Et puis si tu as des toits et des combles mal isolés, bah t'as très chaud. Du coup, les grandes maisons d'architectes en béton avec des baies vitrées de partout, là, les cubes, là, c'est des fours. Bah c'est des fours et surtout, elles sont climatisées. Ah. Ok, mais normalement, la technologie évolue. On fait des nouvelles normes et tout. Pourquoi on continue de crever de chaud? J'ai tendance à penser que plus on avance et pire c'est. Parce qu'on réduit les coûts, du coup on réduit les murs aussi. Quand on regarde au Moyen-Âge, qu'on avait des murs qui faisaient 1 mètre, qui faisaient largement barrage et qui isolaient beaucoup en fait les intérieurs. Aujourd'hui, on a des murs qui se rétrécissent à 20 cm. Alors maintenant, il n'y a pas besoin de faire des murs à 1 mètre. On peut très bien avoir des murs qui font entre 30 et 40, c'est suffisant. Après, ça dépend aussi objectivement de la façon dont est construite la maison. Un particulier qui va s'acheter son terrain et qui va faire venir une entreprise et qui est prêt à mettre les moyens, il va avoir une maison très bien isolée en fonction de ce qu'il va choisir. Maintenant, quand c'est des promoteurs qui font en gros, littéralement comme dans les usines, en fait, ça va être très vite fait. Les chantiers doivent être rendus au bout de 6 mois. Donc, on va prendre le moins cher, le moins compliqué. Après, il faut se dire aussi qu'en France, particulièrement en Europe aussi, on n'a pas l'habitude de ces chaleurs intenses. Ça arrive, on a des épisodes de canicule comme ça qui sont très très intenses, mais c'est pas tous les ans. Et du coup, on n'a pas la connaissance sur ce genre de sujet-là et on s'est jamais informé. Donc, il y a un moment, il va falloir se bouger. Parce que ça va s'intensifier de plus en plus. Et en parallèle, quand tu vois que le gouvernement français veut remettre sur le marché des passoires thermiques, et au lieu de prendre des vraies mesures, genre végétaliser, mieux isoler pour tout le monde et tutti frutti, là, on propose des sparadraps comme la clim. Alors oui, climatiser les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, c'est important. Ça permet de protéger les plus vulnérables en cas de très forte chaleur inattendue. Mais c'est dans des cas spécifiques. On va pas régler le changement climatique en climatisant toutes les maisons du monde, en fait. Perso, même si je voulais en installer une, j'ai pas les thunes pour payer la facture d'électricité qui va avec. C'est une réponse rapide de personne qui a pas conscience que des gens arrivent pas à boucler les fins de mois. Et le problème ne vient pas que de comment sont foutues les maisons. J'ai des potes qui ont emménagé dans des nouveaux quartiers, vraiment, c'est en mode banlieue ricaine ou Wisteria Lane, là, avec que du béton partout. Et vite fait un arbre tous les 500 mètres, là. C'est typiquement le genre d'endroit où tu peux faire cuire des œufs par terre. Un îlot de chaleur, c'est une zone, plus souvent en ville qu'ailleurs. En fait, c'est une zone, par exemple, un quartier dans une ville qui emmagasine plus de chaleur que les zones autour. Que les zones rurales autour, que la campagne, que tout ça. En fait, vous allez avoir, vous allez dans Paris, par exemple, et on va vous dire que Paris, en Île-de-France, c'est un îlot thermique par rapport aux autres départements à côté, parce qu'en fait, les îlots thermiques, c'est quoi? C'est des zones d'activité intense, là où il y a beaucoup d'activités humaines, là où il y a beaucoup de circulation au niveau des voitures, là où il y a beaucoup d'entreprises, de gens, en fait, là où il y a beaucoup d'activités. Du coup, ça concentre une chaleur plus dans une zone qu'une zone résidentielle, par exemple, où il y aura beaucoup moins de tourisme, beaucoup moins d'activités, de parcs d'activités, etc., de musées. Et en fait, on peut retrouver entre 3 et 8 degrés de plus qu'à la campagne en termes de température. Tout à l'heure, je parlais des sociétés un peu écolos qui font des maisons en terre, là. Vraiment, j'ai l'impression que tous les 2 matins, quelqu'un redécouvre des techniques de construction qu'on a utilisé pendant des siècles et qu'on a abandonné parce que construire des lots à la chaîne, c'était plus rentable. Et ce modèle de maison à la chaîne, l'Occident l'a imposé partout dans le monde parce que c'était comme ça qu'on faisait des maisons modernes dans les vrais pays civilisés. Alors vous voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts là. Résultat, on crève de chaud, on crève de froid et on améliore la situation une norme à la fois tous les 6 ans, tout en conservant les millions de passoires thermiques qu'on a construites en masse.
Et si vous avez crevé de chaud cet été, n'oubliez pas que peu importe les efforts, on reviendra jamais en arrière. Le jeu là, c'est de pas empirer la situation. Le mieux qu'on puisse faire, c'est améliorer nos logements et nos villes. Parce que à l'heure actuelle, les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui en auront les moyens. Perso, je suis pas vraiment chaud de vivre dans un monde où on finit par avoir des scalpers qui revendent des ventilos à 500 balles parce que c'est devenu un produit de première nécessité. Déjà qui nous font chier avec leur canard, et c'est des trucs qui sont à prendre en compte quand on choisit les gens qui prendront les décisions pour nous dans les années qui viennent. Est-ce qu'on veut des gens qui vont juste poser des sparadraps, qui soulagent vite tef, tout en faisant exploser nos factures? Ou est-ce qu'on veut des vrais plans à long terme qui profitent à tout le monde? Allez, on remballe, parce que là, tout de suite, on est dans la 3e vague de chaleur de l'année, et on a clairement juste envie de crever. Donc tout ce que j'espère, c'est que je monterai pas la vidéo pendant la 4e. C'est le Dave du montage, on est le 14 août présentement. Alors, j'ai déménagé dans une nouvelle maison qui n'a pas de volet. Alors, là je profite que le soleil tape pas directement pour garder ouvert et avoir un minimum de vent. Désolé pour le bruit du ventilo. Mais on a envie de crever, n'est-ce pas? Pensez à tous mes potes dans des grandes villes là où c'est du bitume partout et qui sont à bout. On n'est officiellement pas dans une vague de chaleur. Demain c'est censé redescendre, mais du coup je referai une mise à jour dans 3 jours pour voir où on en est. Ouais, on est 3 jours plus tard. On a enfin une matinée à moins de 30 degrés. Je vais pas mentir, ça fait du bien. Mais clairement cet été était complètement délirant et il n'est pas encore fini malheureusement. Il faut savoir que sur la période caniculaire de juin à juillet, la France a eu presque 6000 morts. Enfin, la France a eu plus de morts que toute l'Europe réunie. Et malheureusement, avec les décisions que nos gouvernements, nos dirigeants sont en train de prendre, ça va juste pas s'améliorer en fait. Et c'est pas en mettant des clims chez tout le monde que la température va baisser. Encore une fois, les gens qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce que de l'installer ou de payer les factures, les gens qui sont à la rue, tous ces gens-là, ils pourront pas être protégés même si on fout des clims dans toutes les maisons. Donc, au bout d'un moment, on va devoir prendre des vraies décisions parce que on va pas pouvoir tenir très longtemps à ce rythme en fait. Et c'est pas en parlant d'écologie punitive parce qu'on demande de réduire les émissions ou de consommer moins de viande ou de plus investir dans les énergies renouvelables que vous allez changer quelque chose en fait. C'est pas punir que d'essayer de préserver les générations futures, c'est pas punir que de faire en sorte que moins de gens meurent tous les ans. C'est juste un petit peu entacher votre confort personnel. Et de l'écologie punitive, ça serait de vous retirer tout ce que vous avez pour être sûr que dans 50 ans, tout se passe mieux. Là, on parle de faire quelques efforts pour faire en sorte que nos gamins ne meurent pas de chaud, littéralement, d'ici quelques années. C'est juste ça, en fait. Et là, si vous n'avez pas aimé ce qu'on vient de vivre, dites-vous juste que maintenant, ça, c'est la base, en fait. Ça s'améliorera pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que ça n'empire pas. Et même ça, ça va être compliqué. Allez, force à nous tous. Ça va pas être facile.